La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis à partir de 9h PM Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis à partir de 9h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Pas fini, Haïti chérie, changement qu'a fini, Haïti chérie, la vie pas finie. Bonsoir et bienvenue à Café Philo. Café Philo, c'est cette association qui organise débats et projections autour de la philosophie tous les mardis soirs. Café Philo, et c'est aussi cette association qui réalise d'autres projets comme pèlerinage artistique et philosophique. Soyez bienvenus parmi nous. De tout cœur, on se met à vous accueillir. Pour rester dans le format de Café Philo, on va se mettre debout pour l'hymne national. Merci. Café Philo, c'est aussi l'allégorie de l'engagement collectif. C'est un signe d'engagement associatif. Et cet engagement, ça s'exprime à travers la chanson que vous connaissez toutes, Hasta Siempre, El Comandante Che Guevara. On écoute cette chanson. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda
presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Je suis très heureux de la tenue de ce Café Philo pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on va parler de la revalorisation des savoirs locaux et leur reconnaissance dans une science inclusive. L'autre raison, c'est parce que je suis au milieu de deux femmes. On est le 1er mars. Le mois de mars, c'est le mois des femmes. Et il faut donner la parole aux femmes, il faut donner le monde aux femmes. Et comme ça, j'espère qu'on aura un monde meilleur. Et ensuite, Café Philo, c'est cet espace qui est au carrefour du monde. Parce que ici, c'est le Québec, c'est la France, c'est le Canada. En même temps, il y a le Cameroun, c'est l'Afrique. Et il y a Jean-Marie Tremblay qui est en face de moi, de Chicoutimi, Québec. Il y a Émilie Tremblay du Canada français. Et il y a Pascal aussi, Pascal Touyem, qui est du Cameroun. Parce que c'est ça, il faut aussi cette alliance d'Haïti avec l'Afrique francophone. Parce qu'après tout ce temps, quand même, il y a des traces africaines en Haïti. Je pense qu'il faut penser à tout ça. Voilà, le thème, c'est la revalorisation des savoirs locaux et leur reconnaissance dans une science inclusive. Mais juste avant, pour rester encore dans le format de Café Philo, on va regarder un petit documentaire et un rapport à ce thème de ce soir. Merci. Les savoirs autochtones et locaux sont une question majeure aujourd'hui pour la gestion de la biodiversité, pour sa connaissance et pour sa conservation. On a dépassé l'opposition stérile entre d'un côté la science, le développement occidental qui saurait tout, et les populations locales qui ne sauraient rien et à qui il faudrait dire quoi faire. Donc on arrive dans une coopération et une complémentarité
à des systèmes qui reconnaissent la légitimité des systèmes de savoir, de tous les systèmes de savoir, et qui vont vers la cogestion ou même la coproduction, produire ensemble des savoirs entre locaux et scientifiques. Trois textes majeurs, mais il y en a bien d'autres, c'est la première, la plus connue, l'article 8J de la Convention de la biodiversité, qui en 1992 nous dit qu'il faut conserver, il faut préserver, maintenir ces connaissances, ces savoirs, et aussi dans leurs innovations, parce qu'ils incarnent des modes de vie traditionnels, et parce qu'il présente un grand intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Après, nous avons un texte très important en 2010, à Nagoya, le protocole, qui régit l'accès aux ressources génétiques en évitant, par exemple, la biopiraterie, que certains s'emparent et prennent des brevets sur le vivant sans tenir compte des droits traditionnels de ceux qui connaissaient ces ressources. Et enfin, 2013, LibBES, qui est une plateforme intergouvernementale et qui concerne surtout les services écosystémiques. La biodiversité nous rend beaucoup de services et qui, encore une fois, dit dans un article qu'il est très important de reconnaître et de respecter la contribution des savoirs autochtones et des populations. Qu'est-ce que sont ces savoirs? Ce sont des systèmes complexes qui sont à la fois des savoirs, des savoir-faire, c'est pratique également, et des représentations, c'est-à-dire une éthique, une vision du monde. Les savoirs et les représentations ne sont pas séparés chez la plupart des populations traditionnelles, tandis que dans notre société occidentale, la science est un domaine séparé. Et il concerne l'ensemble du vivant et puis les activités qui sont en lien avec la biodiversité. Ces savoirs sont aussi divisés par sexe et par âge. Les hommes, les femmes, les enfants ne font pas la même chose, ne savent pas la même chose, et ce sont des savoirs complémentaires. Et une autre grande question, c'est celle de l'érosion des savoirs dans le monde contemporain, puisque ces savoirs, ils sont appris par reproduction, par imitation, ils sont incorporés, on sent, on sait quelque chose, on fait des gestes, et ils sont aussi oraux. Par contre, le mode écrit, le mode de la transmission par l'école, ne sont pas appropriés et peuvent poser des questions, des problèmes quant à la transmission. C'est une terminologie dont on prend ici quelques termes, mais qui est très très abondante, et je vous la donne pour que vous vous y reconnaissiez dans la littérature. Savoir local, c'est le terme le plus englobant. Tech, savoir écologique traditionnel, c'est une des premières définitions qui souligne que ces savoirs concernent l'écologie et sont traditionnels, mais pas seulement. Donc on a essayé d'autres définitions, par exemple autochtone, en anglais on dit indigène, en français autochtone et local, et puis finalement, dans certains autres contextes, seulement savoir autochtone. C'est un domaine très riche et extrêmement interdisciplinaire, même transdisciplinaire, puisque de nombreuses disciplines scientifiques y participent, travaillent ensemble, et également les populations qui détiennent ces savoirs, les détenteurs locaux, que ce soit des pêcheurs à côté de chez vous ou que ce soit des populations autochtones. Ces savoirs sont très très précis, très très étendus et extrêmement impressionnants. On croit souvent que les régions désertiques ou que la banquise sont des endroits stériles, sans la moindre richesse biologique, alors qu'au contraire, les populations qui vivent dans ces milieux les connaissent, les exploitent, les pensent.
Et puis, d'un point de vue quantitatif, 93% de la flore locale est connue par une population des Philippines et de nombreuses populations non seulement connaissent, nomment, dans une langue, la langue est très importante pour les savoir, mais aussi classent. Et classent dans des taxonomies populaires, taxonomies autochtones, qui fonctionnent selon le même type d'organisation que nos taxonomies scientifiques. Beaucoup de stéréotypes courent encore, qui méprisent un peu ces savoirs locaux et qui vous diraient que on ne sait que ce qu'on connaît, donc rien en dehors de l'intérêt pratique n'est connu. Lévi-Strauss démontre le contraire en montrant que c'est parce qu'on connaît, parce qu'on s'intéresse, parce qu'on étudie, qu'on peut dans un second temps, et non pas on peut dans un second temps décider d'utiliser ce qu'on connaît. La tradition, pour qu'elle soit vivante, pour qu'elle ne se transforme pas en folklorisme, elle s'investit dans la modernité, puisqu'aujourd'hui, tous les peuples vivent dans une époque contemporaine, donc utilisent des techniques, un monde contemporain, et on n'a pas le choix entre soit la tradition, soit la modernité. En vérité, les peuples d'aujourd'hui réinterprètent ce qui leur a été transmis et les savoirs d'hier. Enfin, 2 exemples pour vous montrer un peu plus précisément. Les indicateurs sont utilisés par de nombreux peuples pour savoir quand va se passer un événement et comment agir. On ne le sait pas par le calendrier puisque l'hiver, l'été, les phénomènes peuvent être plutôt plus tard. Mais par contre, en observant la floraison, on peut savoir que quand certaines fleurs sont en fleurs, alors certains poissons, les corégones, chez les Indiens cris, vont remonter la rivière et vont être disponibles. Et on va pouvoir à ce moment-là organiser de grandes pêches. Et puis, enfin, je cite Johannes qui a étudié toute sa vie les savoirs traditionnels des pêcheurs en Océanie, dans le Pacifique, et qui nous dit qu'en vérité, toutes les mesures de conservation qu'on a inventées beaucoup plus tard dans l'Ouest étaient en usage dans le Pacifique depuis des siècles, et ces peuples avec beaucoup d'antériorité et de savoir par rapport à nous, y compris dans des mesures de conservation de la biodiversité. Merci. En fait, et comme je l'ai annoncé, on a avec nous Florence Piron et Marie-Sophie Dibundje Madiba. Je vous fais rapidement une présentation de ces 2 intervenantes. Florence Piron, elle est française, québécoise, philosophe, anthropologue et éthicienne, professeure à l'Université Laval au département d'information et de communication, où elle enseigne la pensée critique et à travers des cours sur l'éthique, la démocratie et le risque. Et Florence est aussi présidente fondatrice de l'association Saint-Saint-Bien commun, également l'édition Saint-Saint-Bien commun. D'ailleurs, c'est cette édition qui a publié le livre Haïtienne, Portrait de femmes militantes, ce livre que j'ai coordonné avec Émilie Tremblay. Florence également, elle est présidente de la boutique des sciences Accès Savoir de l'Université Laval. Elle s'intéresse aux liens entre la science, la société et la culture, à la fois comme chercheuse et comme militante. Voilà, Florence c'est tout ça. Elle intervient oralement et par écrit dans une grande diversité de milieux dans et hors du monde. Elle est également à la base du RISORA, qui est le réseau international de la science ouverte en Haïti et en Afrique francophone. Et pour elle, la science ouverte est ce grand outil de justice cognitive au service du développement local durable. Et puis, Marie-Sophie Dibundje Madiba, elle est camerounaise, comme Pascal Touyem, qui est là aussi, qui va intervenir dans la première série des questions. Et Sophie
Elle est documentaliste du CERDO Tola, qui est le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Donc, c'est une structure qui a pour mission de réhabiliter la fierté africaine par la valorisation numérique des savoirs locaux et patrimoniaux. Et les deux, elles vont nous parler de la revalorisation des savoirs locaux et la reconnaissance dans une science inclusive. La parole à vous, mesdames. D'abord, Florence. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation. C'est formidable de voir tant de monde qui a envie de réfléchir à ces questions-là. Comme j'ai juste 15 minutes et que Ricardson m'a demandé de parler de tout sur quoi je travaille, je vais essayer d'aller vite pour dire que, dans le fond, et je suis tellement heureuse que Sophie soit là, que je n'avais jamais rencontré encore, même si on travaille ensemble sur Facebook depuis longtemps. C'est, dans le fond, un sentiment, tout est parti d'un sentiment d'injustice, l'injustice cognitive, c'est-à-dire le fait que certains savoirs sont invisibles et ignorés, notamment les savoirs des femmes pendant très longtemps, les savoirs des peuples autochtones et les savoirs des pays du Sud. Que ce soit les savoirs locaux dont on vient de parler, mais aussi les savoirs qui sont produits dans les universités des pays du Sud, que ce soit en Afrique ou en Haïti. Quand on regarde, par exemple, les statistiques sur les publications scientifiques, etc., Haïti et l'Afrique, c'est 0, je sais pas quoi de pourcentage. Donc on a l'impression qu'il ne se fait rien. Moi, je sais très bien que ce n'est pas vrai. C'est ce qui se fait est invisible dans la structure actuelle de la science qui est dominée par le monde scientifique anglo-saxon, américain pour ne pas le nommer, et tout un système de publication, etc., qui rend invisible tout ce qui ne correspond pas strictement au savoir normatif, au savoir qui est valorisé par ce système normatif. Alors, je me suis dit, et ça m'énerve depuis très longtemps, depuis le tout début de mes études. Seulement maintenant, en avançant, je commence à vraiment trouver les concepts pour exprimer ce sentiment d'injustice. Et donc, que faire pour résister à ça? Mon idée, c'est que ce n'est pas seulement un rapport de force, un peu comme on voyait dans le documentaire. Ce n'est pas qu'il y a des méchants ou des gentils. C'est que c'est lié à la structure de la science, telle qu'elle est faite. La science n'est science que parce qu'elle rend invisible des savoirs qui ne correspondent pas à son cadre normatif. Donc elle se bâtit sur l'opposition entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Comme on dit en France, il y a les sachants et donc les non-sachants, les ignorants. Et donc tout l'édifice de la science actuelle est basé sur cette opposition, et donc qui est d'ordre quasiment épistémologique, pas seulement de la politique, même si c'est redoublé sur le plan politique. Et donc, moi, j'ai décidé de m'intéresser à comment on pourrait faire de la science autrement. Donc, une science, comme le dit le titre de l'atelier de la séance d'aujourd'hui, une science inclusive, une science qui arrive à produire de la connaissance sans exclure des savoirs qui ne correspondent pas à une norme qui est finalement extrêmement précise et étroite, qui est dominée par des universités anglo-saxonnes qui n'ont mais rien, je veux dire, qui n'ont même pas idée, les chercheurs là-bas, sauf certains évidemment, mais en gros n'ont pas idée de ce qui se vit ailleurs que dans leur univers. Et les Américains, là, moi qui étais un peu en Afrique, je pense que c'est le seul peuple, avec les Anglais, qui ne parle qu'une seule langue. Sur tout le reste de la planète entière, les gens parlent au moins 2 langues. Vous parlez 2 langues. Les Américains, une seule langue. Et pourtant, c'est ce système qui domine la science. Donc, comment faire de la science autrement? Donc, c'était le titre d'un colloque où on a lancé l'association Science et Bien commun. Une autre science est possible. Alors, je vais vous parler de trois choses qu'on fait, qu'on essaye de faire. D'abord, on a lancé le projet SOA, dont vient de parler Ricardson, Sciences ouvertes en Haïti et en Afrique francophone, pour transmettre cette préoccupation-là dans ces pays, dans ces universités, et en particulier pour stimuler la réflexion collective sur trois éléments. D'abord, la question du libre accès aux publications scientifiques. J'ai été très surprise, que ce soit en Haïti ou en Afrique francophone, à part le réseau des bibliothécaires et des documentalistes dont fait partie Sophie, très peu d'étudiants, de doctorants et même de professeurs connaissent
ce que j'ai envie d'appeler la profondeur scientifique du web. C'est-à-dire qu'il existe des millions de documents scientifiques à jour récents qui sont accessibles au bout d'un clic. Alors, les bibliothèques sont vides dans ces universités-là, faute de ressources pour toutes sortes de raisons, mais sur le web, il y a une tonne de textes qui sont accessibles. Et les étudiants ne le savaient pas. Et donc, tout le mouvement du libre accès, c'est un mouvement qui est parti surtout dans les pays du Nord, mais qui est très dynamique en Amérique latine, comme on le verra au colloque là, de jeudi, vendredi, puis à la table ronde de Focale. Ça consiste pour un chercheur à rendre son article accessible à tous sur Internet. C'est tout simplement ça, le libre accès. Alors, il existe des archives, on appelle ça des archives ouvertes, dans lesquelles les chercheurs peuvent déposer leurs articles. Et vous, ici en Haïti, vous allez sur Google ou mieux encore sur Google Scholar, vous rentrez quelques mots-clés de votre sujet de recherche ou de n'importe quel sujet qui vous intéresse et vous allez avoir une liste d'articles, vous cliquez dessus et vous avez accès directement. Et donc ça, le libre accès, c'est fondamental, mais pour que ça marche, il faut que les chercheurs déposent leurs articles. Alors on a les classiques des sciences sociales. Jean-Marie Tremblay, le fondateur, est ici aujourd'hui, qui met en ligne depuis une vingtaine d'années, enfin, mais surtout depuis 15 ans, je sais combien des livres. Il scanne pour vous, en Afrique, en Haïti, partout dans le monde, il scanne des livres essentiels que vous n'avez pas dans votre bibliothèque ni dans votre librairie, et vous les trouvez sur le site Les Classiques des Sciences Sociales. Pour encourager la publication des chercheurs du Sud en libre accès, nous, on a créé une revue, Sciences Ouvertes. On est en train de créer une plateforme africaine aussi, et on a créé une maison d'édition, les éditions Sciences et Biens communs, dont le livre de Ricardson et d'Émilie a été une des publications, un des livres, qui sont à la fois sur le web en libre accès, mais aussi imprimés sous forme de livres. L'idée fondamentale de ce projet scientifique, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre le libre accès et l'existence sous forme imprimée. Les gens qui ont les moyens d'acheter le livre, ils vont l'acheter. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils vont aller le lire en ligne. Et donc, c'est une façon d'encourager vraiment les jeunes chercheurs à publier. Et puis, la troisième voie sur laquelle on travaille dans le projet SOA, c'est donc revaloriser les savoirs locaux. Puis ça, on fait ça il y a plein de façons de le faire. Là, Sophie va vous parler de ce qu'ils font au Cameroun, au Cerdo Tola. Dans le projet SOA, il y a surtout deux façons de faire. Il y a une façon qu'on construit au fur et à mesure du temps, c'est vraiment de l'empowerment. C'est de redonner confiance aux jeunes chercheurs des pays du Sud dans leur capacité de générer un savoir, même s'il ne correspond pas à ces fameuses normes américaines, qui peut être tout à fait pertinent, notamment localement. Donc, dans une perspective de développement durable local, il est essentiel que les jeunes chercheurs publient, partagent leurs résultats de façon libre. Il ne faut surtout pas que les universités, les professeurs les empêchent au nom de « non, tu n'as pas fait tel diplôme, tu n'as pas telle formation, tu ne peux pas publier ». Non, il faut publier, partager des idées sous toute forme, des blogs, des articles. Alors, on travaille très fort dans le projet SOA à encourager les jeunes chercheurs. On travaille aussi avec les professeurs pour sortir du modèle de l'enseignement magistral dans les universités. Plus ça va, plus je comprends que là, il y a un nœud fondamental. C'est que les universités haïtiennes et africaines, c'est pareil. C'est vraiment l'enseignement magistral où on oppose le professeur, celui qui sait, qui est détenteur du savoir, et les autres qui viennent quêter un peu de savoir. Et une approche totalement différente que, par exemple, je mets en pratique, moi, dans mon enseignement à l'Université Laval, c'est de dire, oui, moi, j'ai des savoirs, mais vous aussi, les étudiants, vous avez des savoirs. Et l'enseignement, c'est un dialogue, un échange des savoirs de toutes sortes. Et on construit ensemble. On travaille ensemble. Et la recherche scientifique, une façon de faire, c'est ça aussi. C'est pour ça que c'est si important de donner confiance en soi dans la capacité des chercheurs pour sortir de ce que j'appelle finalement l'aliénation épistémique. C'est-à-dire que des gens s'empêchent de penser parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne maîtrisent pas les cadres normatifs de la science, mais c'est des cadres normatifs qui viennent d'ailleurs, qui sont un savoir local américain. Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument apprendre à penser dans ce cadre normatif-là, au lieu d'inventer, de réinventer une autre science qui répond aux préoccupations locales, qui parle, une science en créole, qui parle, pour Haïti, qui parle la langue et la culture locale. Et d'une façon plus concrète, Ricardson y a fait allusion, il y a un dispositif qui s'appelle une boutique de sciences qui
ne fonctionne que parce qu'elle mise sur l'idée que tout le monde a des savoirs. Les étudiants ont des savoirs, les professeurs ont des savoirs, les gens qui travaillent dans des associations ont des savoirs, les populations ont des savoirs. Mais parfois, le savoir ne circule pas. Et donc, une boutique de sciences, c'est un peu comme une agence de rencontre. Ça met en lien des associations de la société civile, des collectifs, des groupes, mais ça peut être aussi une école, ça peut être, peu importe, qui ont un besoin de mieux comprendre leur environnement, qui se posent, qui ont des préoccupations locales. Donc, de les mettre en contact avec des étudiants. Et des étudiants qui ne vont pas être juste dans la position passive face aux professeurs, la cruche vide qu'on remplit, mais des étudiants qui vont être capables de se débrouiller, de travailler en équipe, de mobiliser leur savoir pour répondre aux questionnements des associations. Donc ça s'appelle une boutique de sciences. Il y en a beaucoup en Europe. Moi, j'en ai créé une à Québec il y a 2 ans et demi. On a fait déjà 117 projets pour des associations de toutes sortes, d'un site web à une analyse sociologique. Et on a touché plus de 600 étudiants qui ont tous adoré. Et je suis très heureuse de vous annoncer qu'à Port-au-Prince, il y a la première boutique de sciences qui va être lancée, inaugurée demain matin, de la première boutique de sciences d'un pays francophone du Sud, et même, je crois, d'un pays du Sud tout court, hein, qui va être lancée demain. Ça s'appelle Connaissance pour tout le monde, Savoir pour tous, SPOT. On va la lancer demain. Ils ont déjà 4 projets en cours. C'est-à-dire qu'il y a 4 associations qui avaient exprimé un besoin d'une connaissance. Et là, il y a 4 cours avec des professeurs qui sont en train d'y répondre en ce moment. Donc, pour moi, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est un dispositif d'échange de savoir où on se fait confiance. Les étudiants font confiance à l'association pour identifier le problème, identifier un besoin. Hein, pour savoir ce qu'on ne sait pas, il faut déjà savoir beaucoup de choses. Et l'association apprend à faire confiance aux étudiants et les professeurs apprennent à faire confiance aux étudiants et aux associations pour créer ensemble des connaissances qui vont être liées aux préoccupations locales. Donc pour faire vraiment ce que j'appelle la science inclusive au service du développement durable local. Alors je vous conseille tous d'aller voir cette boutique de sciences et peut-être de vous proposer pour réaliser des projets, ou bien si vous êtes membre d'une association, allez demander de l'aide à la boutique de sciences. C'est vraiment une façon très, très concrète de valoriser les savoirs locaux, mais aussi de transformer l'université pour qu'elle sorte là, du modèle magistral de celui qui sait, de ceux qui ne savent pas, pour que l'université devienne vraiment un outil de développement. Ce n'est pas juste une espèce de tour d'ivoire dans laquelle on a des diplômes qui nous permettent d'améliorer notre statut social, mais vraiment un outil collectif de développement durable. Pour moi, une université, hein, c'est vraiment ça, c'est ce que doit être son rôle. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je ne sais pas si je dois me représenter. Bon, je suis Sophie Madiba, pour couper court, bibliothécaire au Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. C'est un centre qui a été créé en 1977 à l'initiative de l'UNESCO et des pays d'Afrique centrale, qui a compris que le développement de l'Afrique sera endogène ou ne le sera pas. C'est dans cet esprit que pour répondre aux problèmes de la justice, de l'injustice cognitive dont a parlé Florence, que le CERTOLA s'est engagé dans plusieurs projets qui visent à revaloriser les savoirs locaux. Alors, parmi ces projets, nous allons parler du projet de numérisation de la littérature grise. En fait, nous sommes passés du constat que la plupart des chercheurs africains sont très peu connus et au regard du classement mondial ou africain des universités, on trouve rarement des universités africaines parmi les premières universités et on s'est dit il y a un problème. Nous sommes rentrés dans les universités, on s'est rendu compte qu'il y a un énorme patrimoine documentaire qui est logé dans les bureaux des enseignants qui ne sont pas connus du tout. Et au niveau du CERTOLA, on a décidé de revaloriser ces documents pour permettre aux chercheurs africains de retrouver sa fierté, d'être visibles au même titre que les chercheurs des autres
des autres pays du monde. C'est ainsi que, compte tenu du fait que le développement de l'Afrique doit être endogène, on s'est limité dans un premier temps à collecter des thèses et mémoires dont les thématiques se rapportent aux traditions et langues africaines. Donc les thèses soutenues dans les départements des sciences humaines et sociales que nous avons collectées, traitées et numérisées pour diffuser librement sur une plateforme pour permettre de connaître ce qui est fait en Afrique et en même temps de valoriser les chercheurs africains. L'autre projet initié par le CEDOTOLA pour revaloriser les savoirs, c'est le projet de numérisation des contes et légendes. Nous tenons à rappeler ici, vous deviez déjà le savoir, que les savoirs locaux renvoient aux contes, renvoient aux légendes, aux traditions historiques qui ont été développées en Afrique et qui se transmettent de génération en génération. Et nous sommes rentrés dans la bibliothèque du CEDOTOLA, nous avons sorti des rayons tous les contes et légendes qui sont fixés dans les livres. Nous avons pris des conteurs, dont des acteurs qui se sont appropriés les rôles qui sont comptés dans ces différents livres. Et ils nous ont replacé un autre conte que nous avons fixé dans les CD et les DVD, lesquels contes sont diffusés dans les radios communautaires pour atteindre le maximum de population possible sans tenir compte du sexe, de l'âge, ni du niveau intellectuel. Et le projet le plus récent engagé au CEDOTOLA pour toujours revaloriser les savoirs locaux, c'est le projet Alora, qui est l'archivage numérique des langues et traditions en danger, parce que l'Afrique est victime de calamités de tout genre, soit des inondations, soit des conflits armés qui mettent tout le temps en danger son patrimoine culturel. C'est dans ce contexte que Alora a été créé pour aller collecter ce patrimoine et le sauvegarder avant qu'il ne disparaisse complètement. Donc, voici en gros la mission de revalorisation du CEDOTOLA concernant la promotion et la vulgarisation des savoirs locaux. Je ne sais pas si... Voilà. Merci beaucoup. OK, le temps de faire la pause musicale. Est-ce que tu connais les moindres battements de ton cœur? Est-ce que tu connais ton dernier souffle, ta dernière heure? Combien de pleines lunes, combien de couchers de soleil, combien de printemps, combien d'hiver qu'il te reste? Aimer, chanter, partager autant que tu peux. Connais-tu la longueur de ta vie? Connais-tu la profondeur de tes nuits? Est-ce que tu connais les moindres respirations que t'as de plus? Est-ce que tu connais ta dernière route, ton dernier bus? Combien de clairs de lune, combien de levées de soleil, combien d'automne, combien d'été qu'il te reste? Aimer, prier, pardonner autant que tu peux. Connais-tu la longueur de ta vie? Connais-tu la profondeur de tes nuits? Viva la vida, toi-même tu sais, oh je sais, aïe aïe aïe. Ce beau sourire, mais pour combien de temps encore? Tes bras, tes pieds, ces éclats de rire
auront-ils les mêmes accords? Je ne veux pas te stresser, mais on est d'accord. D'accord. Vis donc ta vie, t'auras pas tort. Hey, tu n'auras pas tort. Jacques Mel Thomas, 15 coffres, l'Omouka, Montémon, pour ça qui près, pour ça qui loin. En sa tête qu'a chargé, quelqu'un qu'a fatigué, si mon sa yon pléré, j'y me la capézé. Mais continuez à marcher, les jours la qu'a levé. Le soleil j'ai monté. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire. Haïti chérie, la vie pas finie. Chérie, changement Gavini, Haïti chérie, la vie pas finie, Haïti chérie, continuez à sourire. Yes, mama, guns avocats, service.